Si les mangas ont gagné en ampleur au cours des 15 dernières années, on pouvait quand même critiquer à l'époque la redondance de certains titres et de leurs intrigues. Il suffit de se souvenir de la mode des isekai, qui pouvait s'avérer être vide de sens ou d'intérêt. Pourtant, depuis quelques années, on peut aussi voir l'émergence, ou juste la popularisation, d'histoires beaucoup plus atypiques et parfois étranges, à un point où on peut légitimement se questionner sur l'état mental de l'auteur. C'est le cas de Chainsaw Man, dont j'ai déjà pu parler dans le passé dans une vidéo, et où j'avais mis l'accent à l'époque sur la diversité de la nouvelle génération de mangaka, et aussi sur le talent de narration de Tatsuki Fujimoto. Le personnage de Denji, même s'il est drôle et débile aux premiers abords, incarne à la perfection l'être humain et ses pulsions les plus primaires. Ayant grandi dans la misère la plus totale, il commence à rêver de choses dérisoires, puis monte peu à peu ses standards au fil de ses rencontres, jusqu'à, à la fin de la première partie du manga, accepter sa vie telle qu'elle est. Il prend en main son rôle de Chainsaw Man et se plaît dans un rôle de sauveur. Il accepte également de prendre en charge la réincarnation du démon domination, il a donc une famille à protéger et à aimer, comme un humain normal. La partie 1 est excellente sur beaucoup d'aspects, le scénario qui avance suffisamment vite pour qu'on ne s'ennuie pas, et suffisamment lentement pour qu'on y comprenne quelque chose. Les personnages à qui on s'attache vraiment, et qui nous font détester Fujimoto pour le traitement que ce dernier leur réserve parfois, ou plus simplement la mise en scène de certains moments marquants. La mise en scène de l'apparition du démon flingue est une des meilleures, tout manga confondu. La liste des victimes qui s'allonge seconde après seconde, ça provoquerait des frissons à n'importe qui, même à travers le papier. Et ce petit chef-d'œuvre a été partiellement animé dans une saison 1 de 12 épisodes, où beaucoup de moyens ont été investis autant dans le fond que dans la forme. Ce qui a largement conquis un public qui était déjà assez grand à la base. Je considère cette adaptation comme une belle réussite, ne serait-ce que parce qu'en plus de raconter l'histoire, elle se permet de glisser plus de références au ciné, qui est un peu le média fétiche de Fujimoto. Mais aussi à l'époque où j'ai sorti cette vidéo, la deuxième partie venait à peine de commencer. Je me souviens qu'on en était à peu près à la première apparition du démon famine. Une deuxième partie racontant la vie d'un Denji un peu plus dans la normalité, allant au lycée, vivant avec sa petite sœur Nayuta, mais de plus en plus frustré de devoir garder l'anonymat, face à un fan club qui grandit de jour en jour. En parallèle, on y découvre le personnage d'Asamitaka, une fille aussi marginale que Denji, mais qui est possédée par le démon guerre, qui est un des 4 cavaliers de l'apocalypse, des sortes de démons primordiaux qui ont été mentionnés par Makima dans le grand final de la première moitié. Cette suite de Chainsaw Man semble donc pleine de promesses, mais on semble de plus en plus s'approcher de la fin, et aujourd'hui c'est sûrement le meilleur moment pour trancher sur une question assez importante: est-ce que la partie 2 arrive à prendre le relais de la première? Est-ce qu'elle répond aux éventuelles questions qu'on pouvait se poser lors de la mort de Makima? J'ai relu l'intégralité de cette partie et je pense que je peux répondre à cette question, en plus de partager quelques-unes de mes attentes. La partie 2 de Chainsaw Man commence au chapitre 98, alors que Makima vient d'être vaincue et dévorée par Denji. Elle se réincarne en Nayuta, qui devient la petite sœur de Chainsaw Man et donc sa seule famille. Ce dernier souhaite de son côté continuer à agir comme un super-héros aux yeux du monde, selon lui pour gagner en popularité auprès des filles, mais évidemment, la vraie raison est un peu plus grave. Denji est contraint d'apprendre à gérer l'éducation de quelqu'un, alors que lui n'a connu que la misère. Qui plus est, il est encore hanté par le meurtre de son père, révélation du grand final pendant le combat contre Makima. Pourtant, il semble prêt à tout pour que la fille qu'il considère comme sa sœur ait un bel avenir, se soumettant aux autres pour gagner de l'argent comme au tout début du manga. C'est là qu'on constate une évolution de sa personnalité en premier lieu. En plus de ses rêves à lui, il prend en considération les désirs et les besoins d'une autre personne. C'est d'autant plus remarquable dans le récit si on considère que Nayuta est la réincarnation de celle qui a tué tous les amis de Denji. En parlant de ça, Nayuta n'a pas du tout un rôle de faire valoir. Elle est au contraire assez maligne pour son âge, et il ne fait aucun doute qu'elle aura un rôle crucial pour le grand final. Nayuta apparaît comme une sorte de Denji numéro 2 en premier lieu, mis à part qu'elle assume totalement sa nature de démon, mais on se rend compte que son plan à la base était de gagner la confiance de Denji, de lui donner le sentiment d'avoir une vraie famille, puis de le briser complètement. La différence avec Makima, c'est que Nayuta le fait car elle ne sait pas vraiment qui elle est, et elle poursuit la quête de sa prédécesseur dans le but de connaître vraiment les desseins du démon domination. Nayuta poursuit sa quête par ignorance alors que Makima le faisait en étant consciente des conséquences. Nayuta ignore donc que le but du démon domination est de créer une relation d'égal à égal avec quelqu'un d'autre. C'est ce que disait Pochita à Denji durant le tout dernier chapitre de l'arc de la sécurité publique. Si Fujimoto a décidé de le révéler de cette façon, je m'attends à ce que cet élément revienne à un moment dans le final de cette partie 2, à ce que Nayuta réalise qu'elle est attachée à Denji et qu'elle ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Les derniers chapitres nous montrent la tête de Nayuta sur une assiette, ce qui a provoqué la rage de Denji et l'apparition du Chainsaw Man noir, celui qui a combattu momentanément à la fin de la première partie, et celui qui a la capacité de dévorer les démons pour effacer les concepts qui leur sont associés. Mais comme beaucoup de lecteurs, je ne crois pas du tout à cette mort. Alors est-ce que Nayuta a manigancé un plan avec Baruem pour faire craquer Denji, ou est-ce qu'elle a vraiment été tuée, ou en tout cas c'est ce que pense Baruem? On aura sûrement la réponse dans quelques chapitres. Nayuta est un personnage qui va tenter de faire succomber Denji au côté obscur, d'assumer sa part de démon et d'abandonner l'humanité, mais Chainsaw Man s'y refuse et poursuit son rêve d'avoir une vie normale. Mon pronostic, c'est que la dynamique entre ces deux personnages, l'évolution de leur relation, sera la clé de la fin. L'apparition d'un certain démon est imminente et ils devront soit s'unir,
soit s'affronter et donc se séparer définitivement. Bon, je parle de Denji depuis tout à l'heure, mais il est important de préciser que ce n'est pas le premier personnage dont on parle dans cette seconde partie. On nous introduit d'abord un personnage féminin, qui semble un peu plus intégré que Denji dans la société, mais qui au final est aussi marginal que lui. Asamitaka est contrainte de passer un contrat avec ce qui reste du démon guerre, Yoru. Je tiens à préciser que j'apprécie les symboliques très simplistes qu'on peut trouver dans les mangas. Yoru signifie nuit, alors que Asa veut dire matin, on a quand même vu plus subtil. Même si les deux personnages ne s'entendent pas au début, elles finissent par s'entendre plus ou moins au fil de leurs aventures, et de leur affrontement contre les autres démons. Le démon guerre souhaite se venger de Chainsaw Man, dont on peut supposer qu'il l'a battu lors du duel en enfer qui l'opposait au reste des cavaliers de l'Apocalypse. Lors de sa première apparition, on voit Yoru plus affaibli que jamais, et dans un monde où les gens n'ont plus peur de la guerre. Il est donc plus ou moins contraint de laisser Asa en vie pour pouvoir récupérer, et combler son manque de connaissance du monde humain. Asa et Denji vont tisser une relation spéciale. Ils se rapprochent et l'autre du démon guerre va progressivement tomber amoureuse de Chainsaw Man. Le point de bascule est sûrement l'arc du démon chute, où les deux personnages seront confrontés à leur peur et où Denji arrivera à convaincre Asa de s'accrocher à la vie. C'est un arc que je trouve personnellement sous-coté, parce que c'est littéralement celui qui lance le grand final qu'on est en train de lire à l'heure où cette vidéo sort. C'est suite à ce combat que Denji commence sérieusement à avoir des adorateurs, encore plus que quand il a éliminé le démon flingue, mais aussi de plus en plus de gens qui veulent sa mort. Le passage du démon chute est celui qui rapproche le plus les deux personnages, car il réalise qu'ils ont tous les deux des traumatismes, et qu'ils ont été tous les deux traités comme des rebuts de la société. Denji avec les dettes de son père, et Asa lorsqu'elle a grandi dans un orphelinat, et qu'elle réalise qu'elle va systématiquement perdre tous les êtres auxquels elle tient. Comme avec Nayuta, le personnage d'Asa et surtout celui du démon guerre auront un rôle primordial pour la fin, puisque comme avec Power ou Aki dans la première partie, on ne sait pas vraiment dans quel camp la fusion des deux finira. S'il est possible en théorie de dissocier les deux types de Chainsaw Man, le noir et le rouge, je vois mal Denji faire le choix de se séparer de son alter ego, celui qui l'a sorti de sa vie de misère et qui lui a permis de voir des choses qu'il n'aurait pas pu découvrir d'une autre façon. Le démon guerre devra alors faire un choix, assouvir sa vengeance à tout prix au détriment de la volonté d'Asa, ce qu'il n'hésitera pas à faire, ou accepter de suivre le plan de sa sœur. Les cavaliers de l'Apocalypse qui ont été mentionnés durant l'arc du démon domination sont au cœur de ce segment du manga. On a eu le démon domination, le démon guerre avec l'apparition d'Yoru, et maintenant nous pouvons parler d'un troisième protagoniste ou antagoniste très important, la sœur du démon guerre et des autres, Kiga, alias le démon famine. On n'a pas vraiment d'indication sur ses capacités, tout ce qu'on sait c'est que de la même façon que Makima et Nayuta, elle est capable de manipuler les êtres à une condition précise, en l'occurrence ceux qui meurent de faim. Kiga est un personnage remarquable, car elle joue sur tous les tableaux à la fois et elle a un plan bien précis en tête. Tout d'abord, elle va donner un coup de main à la sécurité publique, mais elle va aussi encourager l'église de Chainsaw Man, un mouvement sectaire qui place l'homme tronçonneuse au rang de dieu. Son but étant de créer une émeute entre les anti-Chainsaw Man et les pro-Chainsaw Man, ce qui aurait pour effet de faire grandir la peur envers ce dernier et de rappeler les dangers de la guerre au Japon tout entier. Si tout se passe correctement, et c'est le cas pour l'instant, Chainsaw Man et le démon guerre finiront plus puissants que jamais, parce qu'on rappelle la règle de base établie au tout début de l'histoire, plus la peur envers un concept que représente un démon est grande, plus il est puissant. Si Kiga souhaite faire tout ça, c'est pour tuer le plus puissant des démons et le dernier des cavaliers de l'Apocalypse, le démon mort. Tuer ce démon et le faire manger par Chainsaw Man signifierait effacer ce concept du monde. Et si les gens ne peuvent plus mourir, les humains et les démons pourront vivre côte à côte. C'est tout ce que veut Kiga, dont une ère des démons ne l'intéresse pas plus que ça. Mais pour garantir le succès de son plan, Kiga n'a reculé devant rien, et elle s'est alliée avec un personnage extrêmement dangereux qu'on a pu voir très brièvement durant la première partie, Baruem alias le démon lance-flamme. Il faisait partie des démons contrôlés par Makima et qui ont combattu Chainsaw Man, mais il semblerait qu'il soit le seul à encore suivre la volonté et le plan de l'ancien ennemi de Denji. On ne sait pas encore si c'est réellement par fidélité envers elle, ou si Baruem est juste instable psychologiquement. Les deux sont possibles et peuvent même être liés puisque ce dernier semble être le seul à paraître encore sous le contrôle de Makima. Il souhaite lui aussi s'en prendre au démon mort, mais pour ça il est allé beaucoup plus loin que la cavalière de l'Apocalypse. Faisons un court résumé de son plan. Grâce à l'église de Chainsaw Man, Baruem a fait passer un pacte avec le démon feu en leur disant qu'il s'agissait du démon justice. Le démon feu a le pouvoir de changer l'apparence de ceux qui passent un contrat avec lui, et c'est ce qu'il fait en transformant les gens qui sont liés à lui en mini Chainsaw Man. Le but étant, je le rappelle, de faire grandir la peur envers lui. Et pour être certain de déclencher la colère de Denji et faire surgir le Chainsaw Man noir, il a été jusqu'à lui présenter la tête de Nayuta sur une assiette. Alors je pense qu'il n'y a pas de consensus, Baruem est un sociopathe. En plus d'avoir mis sur pied un plan de sacrifice de plusieurs milliers de personnes, il prend un malin plaisir à faire souffrir Denji en lui prenant toutes les choses auxquelles il tient. J'ai évoqué le sort de Nayuta, mais il est vrai que lors de sa première apparition, il parle de tuer Asa en sachant pertinemment quels sont leurs liens. J'ai assez hâte de voir jusqu'où il ira dans sa folie. Mais je suis persuadé qu'il a déjà marqué les esprits, c'est mon cas personnel et j'estime que ce personnage est une grande réussite. Il joue à la perfection son rôle de trouble-fête dans la vie de Denji et il est le personnage le plus proche de réaliser le projet de Kiga,
Organiser un combat entre 2, voire 3 cavaliers de l'Apocalypse contre le dernier. Celui de la peur la plus puissante qui soit. Bref, il a sa place parmi les méchants les plus iconiques de Chainsaw Man, peut-être pas au niveau de Makima, mais pas si loin que ça. Je pense que vous pouvez anticiper mon avis, et j'estime que la partie 2 de Chainsaw Man est une grande réussite. Elle reprend parfaitement l'intrigue de la première, et elle ne se contente pas d'approfondir le développement de Denji, qui aurait pu voir son histoire bouclée après le combat contre Makima. Au contraire, Tatsuki Fujimoto prend le risque de mettre plus en avant de nouveaux persos, qui sont parfois aussi marginaux que lui, mais qui pour la plupart veulent juste se servir de lui. C'est compliqué de prévoir la fin de cette guerre et de la préparation de chacun contre le démon mort. C'est donc difficile de savoir s'il y aura une partie 3 de Chainsaw Man, mais je pense qu'après le démon mort, ce sera compliqué de surenchérir dans une éventuelle suite. On peut peut-être espérer une fin heureuse pour Asa et Denji, qui pourrait être dans la continuité de la fin de l'arc du démon domination. Il y trouvait une famille et cette famille pourrait se voir s'agrandir, voire changer selon ce qu'a décidé Nayuta. En revanche, que cette fin soit joyeuse ou triste, on ne peut pas espérer que celle-ci se fasse sans mort. Ce serait très mal connaître Fujimoto. On retrouve ce qui a fait l'originalité de la première moitié. L'humour que je trouve pas forcément bien dosé mais bien graveleux, et j'avoue que moi ça me fait rire. Parfois un enchaînement de situations improbables mais malgré tout un fil rouge qui avance. Et des personnages dont on veut savoir d'où ils viennent, quels sont leurs objectifs, mais surtout où ils vont finir. Le récit continue d'être imprévisible et n'hésite pas à passer d'un point à un autre sans réelle transition. Le passage entre la sortie du complexe militaire où était enfermé Denji et leur sortie pour aller manger des sushis mériterait que les gens en parlent plus. Et aussi pour l'interaction entre Chainsaw Man et Yoru. Mais tout prend un sens quand on prend le temps de relire les chapitres, parce que le rythme hebdomadaire a tendance à détruire la continuité de l'histoire. Mais quand on prend le temps de voir les choses dans sa globalité, on se rend bien compte que l'histoire est constante et que Fujimoto sait parfaitement où il veut aller. Il n'y a plus qu'à attendre qu'on le découvre nous aussi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Je trouvais que faire une deuxième vidéo sur Chainsaw Man c'était nécessaire, au vu du progrès de l'histoire, ça me semblait indispensable. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la partie 2 de Chainsaw Man, ça m'intéresse d'entendre votre point de vue. Normalement je sortirai une vidéo dans quelques jours pour les 2 ans de la chaîne, avec un mois de retard mais c'est qu'un petit détail. Et faire un point parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je vous expliquerai un peu comment je vois l'avenir de la chaîne, et quelques idées que j'ai pour faire évoluer les différents formats qui existent déjà. Je suis sur le point de changer un peu la direction que prend cette chaîne et j'ai hâte de vous en parler sérieusement. Si je vous manque entre 2 vidéos, je suis présent sur d'autres réseaux, Twitter, Twitch et TikTok, donc allez voir si vous voulez un peu plus de mes nouvelles, tous les liens sont en description. Sinon je pouvais pas passer à côté mais je vous remercie infiniment pour les 2000 abonnés sur la chaîne. Je suis content de voir que la progression de la chaîne continue alors que j'ai toujours été irrégulier et que les vidéos n'ont pas toujours été à la hauteur. Si avant je faisais ça surtout pour m'amuser, aujourd'hui j'ai envie de mériter le peu de visibilité que je peux avoir. Et j'espère que vous serez nombreux à suivre. Mais en attendant merci d'avoir regardé la vidéo, merci de me suivre, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.